je pense que vous me connaissez toutes, du coup, pas forcément besoin de me présenter. Pour celles qui étaient là hier soir, il y a certaines petites choses qui vont se recouper, mais bon, normalement, ça va être quand même assez différent. Le but aujourd'hui étant vraiment de davantage parler vraiment du vêtement, voilà, un peu plus concrètement. Comme je l'ai dit hier, voilà, notre objectif vraiment en tant que femme, on est sur Terre, l'objectif c'est vraiment d'aller au ciel. On est faite pour ça, on est faite pour devenir des saintes et des grandes saintes, pas pour rester tièdes. Alors on n'est pas toutes, je pense, appelées à être martyrs ou à avoir des vocations très éclatantes comme Sainte Jeanne d'Arc ou voilà, d'autres femmes ou d'autres reines même par exemple. Mais on peut, même en étant avec une vie simple, j'allais dire, dans notre vie quotidienne, se sanctifier j'allais dire, se sanctifier tout le temps et partout, dans tous les domaines de notre vie, ne pas être voilà, ce que j'appelle les chrétiens du dimanche, qui font attention le dimanche ou qui voilà, prennent, comment dire, de temps en temps, pensent au bon Dieu, mais finalement ne vivent pas leur foi dans tous les domaines et vraiment au quotidien. Et d'ailleurs, souvent dans le monde dans lequel on est on va dire, le regard des autres ou alors l'esprit du monde peuvent vraiment nous freiner dans notre élan vers la sainteté. Voilà, parce qu'on a peur de ce que les autres vont penser, on a peur d'être tout le temps trop différente, etc. Mais il est vraiment possible voilà, de se sanctifier dans tous les aspects de notre vie. Voilà, le travail, si on travaille, les loisirs, la vie spirituelle évidemment, nos choix de lecture, de films, nos choix de vie, de métier, d'activité et évidemment les vêtements puisque c'est le centre du sujet aujourd'hui. Donc comme le résume un peu le père de Blinière, voilà la citation que vous voyez à l'écran, on peut vraiment être de vraies femmes et qui font du bien autour d'elles. J'en parlais hier voilà, dans ma conférence sur l'apostolat. On peut vraiment rayonner et faire le bien autour de nous, même en étant au foyer ou même en étant voilà, mère de famille, sans forcément avoir besoin de faire le tour du monde ni de faire 1000 choses pour être une vraie femme qui fait du bien autour d'elle. Donc aujourd'hui, je vous parlerai, avant de parler vraiment très concrètement des vêtements, revoir en quoi le vêtement n'est pas du tout anodin, d'un point de vue, j'allais dire, surnaturel, enfin d'un point de vue vraiment chrétien et d'un point de vue plus même du monde. Et parce que je pense que quand on comprend vraiment pourquoi on fait les choses et quelle est l'importance des choses, après c'est beaucoup plus facile pour garder la bonne direction et pour rester vraiment droite. Et quand on comprend tout simplement, on peut plus facilement approfondir et rester dans la bonne voie. Ensuite, je vous parlerai de l'importance du bien. Donc là, on parlera plus de la modestie, de la décence. Ensuite, l'importance du beau, parce qu'évidemment, si c'est pour être habillé comme des sacs à patates, comme je dis, c'est pas non plus l'objectif. Donc voilà, on parlera un peu d'élégance et de beauté. Et pour terminer, voilà, là je parlerai vraiment beaucoup plus concrètement morphologie, silhouette, comment faire au quotidien, surtout si on est mère de famille, qu'on a des enfants, etc. Donc voilà pour le plan et je vais essayer de parler maximum pendant 1 heure. L'importance du vêtement. Alors le vêtement est-il anodin ? Le vêtement évidemment n'est pas anodin. Et moi, une des choses qui m'a frappée, et que j'avais jamais vraiment remarqué avant, c'est que dans la Bible, donc après le péché originel, donc Adam et Ève se rendent compte qu'ils sont nus, ils se font des vêtements avec des feuilles, voilà, vêtements vraiment de fortune. Et quand ils retrouvent Dieu, enfin quand Dieu les retrouve au paradis, et qu'ils expliquent, bah oui, on a eu peur, ensuite on s'est couvert parce qu'on était nus. Le bon Dieu lui-même, même s'ils sont déjà couverts, prend le temps de leur faire des vêtements en peau de bête. Et c'est ce que dit, je crois que c'est un père Jean-Dominique, je crois qu'il disait, si le Dieu 3 fois saint prend le temps de se pencher sur un détail pareil, c'est que le vêtement vraiment n'est pas anodin et a son importance. On le voit aussi notamment par exemple dans les apparitions à Fatima. Alors c'était pas dans les apparitions, je crois, c'est dans les révélations à Jacinthe que la Sainte Vierge a dit plusieurs fois, notamment il viendra des modes qui offenseront beaucoup notre Seigneur.
je pense que pareil, si ça n'avait pas été important ou si ça avait vraiment été anecdotique, voilà, la Sainte Vierge ne parle pas pour rien. Donc je pense qu'elle n'aurait pas parlé de ces modes. Et c'est là qu'on peut se dire aussi qu'a priori, rien que par nos vêtements, à la fois on peut faire beaucoup de bien et à la fois on peut faire vraiment beaucoup de mal, malheureusement. Il y a beaucoup de papes qui ont parlé de la mode, surtout Pie XII. Saint François de Sales a beaucoup parlé aussi pas de la mode en tant que telle, mais du vêtement, et lui avec un équilibre que j'aime beaucoup parce que justement il allie toujours, il parle toujours à la fois de la modestie et à la fois de la beauté. Il dit toujours les chrétiens devraient vraiment être les plus propres, les plus... Alors il n'emploie pas le mot beau, mais vraiment les plus apprêtés, voilà, extérieurement, qu'on voit qu'ils sont chrétiens et qu'on voit leur dignité un peu de chrétiens. Et c'est ce que dit Alban Cras notamment c'est dans le livre La symbolique du vêtement dans la Bible. Donc vous voyez, voilà, l'Église ne demande aux baptisés que son vêtement ne contredise pas sa foi, que l'extérieur ne contredise pas l'intérieur, et voilà, qu'il faut ni mépriser son corps, ni l'exhiber. C'est vraiment une question d'équilibre. Et par rapport à l'importance du vêtement aussi, j'aime bien faire un peu le parallèle avec les prêtres quand ils se préparent pour la messe et qu'ils mettent donc tous les vêtements liturgiques, l'aube, la micte, etc. Bon, après, je connais pas tous les noms très bien, mais voilà, quand ils mettent vraiment tous les ornements avant d'aller au Saint-Sacrifice, il met chaque habit en faisant une prière spéciale et en se mettant dans un état d'esprit spécial. Or nous, évidemment, on n'est pas obligé de s'habiller le matin en disant des prières spéciales, parce qu'on n'est pas des prêtres. Mais voilà, je pense que ça permet de réfléchir aussi et de voir que même les vêtements ont vraiment un symbole et que notre chrétienté doit se voir et notre dignité doit se voir finalement à l'extérieur. Alors même d'un point de vue, j'allais dire purement naturel, même si on ne parle pas de foi ni de morale, les vêtements ont beaucoup d'importance aussi. Il y a énormément d'études qui paraissent là-dessus sur l'importance du vêtement pour se sentir bien dans sa peau. Si j'ai des habits où je me sens bien dedans, je vais être davantage, je vais avoir confiance en moi, je vais plus rayonner. Si par exemple on va à un entretien d'embauche, on fait attention à la façon dont on s'habille. Après, bon, parfois, il y a des dress codes particuliers pour les entreprises, mais c'est surtout le jour de l'entretien d'embauche ou pour ces premiers jours, on fait particulièrement attention parce qu'on sait que notre interlocuteur, finalement, va quand même nous juger ou va déjà voir pas mal de choses rien qu'à travers nos vêtements, la façon dont on se tient, etc. Donc, évidemment, on fait un effort. Je ne sais pas si vous vous amusez à ça parfois, mais parfois dans la rue ou dans les transports, il suffit de regarder les gens et puis rien qu'à voir un petit peu leur tenue, leurs vêtements, la façon de s'asseoir, puis s'ils sont au téléphone ou on entend un peu leur voix, etc. On peut déjà un petit peu deviner quel est son caractère. Est-ce que la personne est plutôt timide, plutôt originale? Est-ce que la personne elle a l'air bien dans sa peau ou pas? Qu'est-ce qu'elle fait comme métier? Enfin, notre vêtement vraiment peut devenir presque notre uniforme. Il a presque un rôle politique au sens large du terme, dans le sens où vraiment le vêtement dit qui nous sommes finalement et nos structures. Alors évidemment ça reste un symbole, donc c'est pas non plus une retransmission exacte de la réalité. Tout ce que nous sommes ne peut pas se voir évidemment à travers des vêtements, mais il y a quand même beaucoup de messages qui passent. Donc même si on n'est pas infirmière ou gendarme ou qu'on n'a pas un uniforme en tant que tel, finalement même en s'habillant comme vous êtes habillé aujourd'hui, déjà ça dit quelque chose, ça dit quelque chose de nous. Et par exemple, il y a des études aussi qui préconisent, par exemple quand on est en télétravail, donc même chez soi seul, de vraiment s'habiller, faire attention et de ne pas rester en pyjama toute la journée, même si on ne va voir personne, parce que finalement rester en pyjama toute la journée, ça nous enclin finalement un peu à traîner, ça nous met dans un état d'esprit un peu oisif, alors que si vraiment, même si on est seul, on s'habille, on prend soin de soi, on s'apprête, etc., ça nous met dans une dynamique plus de travail, de réflexion. Il y a vraiment des études sérieuses qui paraissent là-dessus. Donc tout ça pour vous montrer qu'il y a à la fois un côté... le vêtement n'est pas anodin, ni du côté de la foi, de ce que nous dit la Bible, les papes, etc., ni du côté... même d'un point de vue du côté naturel, j'allais dire, de la société actuelle. Et pour moi, il faut vraiment réussir à trouver cet équilibre. Je
crois que c'est dans l'évangile de Saint Jean, être dans le monde sans être du monde. Donc à la fois on est dans la société dans laquelle on est, on ne va pas s'habiller comme au Moyen-Âge ni quoi que ce soit, mais en même temps on ne doit pas se laisser contaminer par le monde. C'est aussi pour ça d'ailleurs que j'avais appelé le blog Femme à part, c'est femme à part entière, donc qui est vraiment femme et qui n'est pas un homme, et en même temps femme à part, qui par ses choix et sa vie finalement est forcément à part du monde et ne se laisse pas, j'allais dire, contaminer par le monde. Donc vraiment, on vit dans notre époque, on est ici, maintenant, c'est maintenant qu'on se sanctifie avec voilà, le contexte dans lequel on est, mais il faut aussi connaître bien ses limites et voilà, se revêtir du Christ au sens propre comme au sens figuré. Et donc les deux aspects voilà, dont je vous parlais dans l'introduction, à la fois l'importance du bien et à la fois l'importance du beau. Donc je vais commencer par l'importance du bien, en vous parlant notamment du voile. J'en avais parlé longuement dans une conférence sur la femme éternelle, parce que donc, dans son livre intitulé La femme éternelle, Gertrude von Lefort dit le voile est un symbole de la féminité. Toutes les grandes circonstances de la vie féminine nous montrent la figure de la femme sous un voile. Donc le voile de la mariée, le voile de la religieuse, autrefois le voile, même peut-être aujourd'hui, le voile des communiantes. Quand on était veuve aussi, on portait le voile de l'accouchement en quelque sorte, le voile du berceau aussi. Donc on voit un peu ce voile physique dans toutes les étapes de la vie de la femme. Et pourquoi le voile? Parce que c'est un beau symbole qui signifie, comme je le disais, voilà, c'est un symbole, mais ça veut dire que ça signifie une réalité, des idées et des valeurs très concrètes. Et le voile, ça peut être pris comme de deux façons. Il y a à la fois le voile de la modestie, donc qui n'est pas physique, mais voilà, et symbolique, et en même temps le voile très concret, puisque finalement on se couvre en quelque sorte. Donc ça peut être un peu les deux, puis même le voile à la messe, par exemple, là pour le coup c'est vraiment un voile bien concret. Et pour remonter aussi et comprendre un peu en quoi le voile est vraiment le symbole de la vocation de la femme, bon après c'est vraiment très rapide, mais voilà, dès le récit de la Genèse, on voit que l'homme et la femme sont créés, sont bien différents. Ils ont la même dignité, mais ils sont différents, ils sont complémentaires, et on voit bien que vraiment la femme est créée pour apporter une aide à l'homme. Donc chacun a vraiment sa mission. Donc on va plutôt dire que l'homme est en mission sur la terre et la femme est en soumission. Elle soutient la mission de l'homme. Et d'ailleurs, je trouve que ça donne le mot soumission à l'heure actuelle, vraiment, on l'aime pas beaucoup. Alors que là, le fait de le voir un petit peu comme ça, je trouve que ça aide à mieux comprendre un mot qui est vraiment galvaudé et qui perd presque son sens. Là, on retrouve un peu ce qui est derrière ce mot. Donc évidemment, il n'y a rien de dégradant. Les hommes et femmes sont faits à l'image de Dieu et ont tous les deux la même dignité, mais par contre ils sont différents, voilà, physiquement évidemment, psychologiquement, ils ont différents rôles, différentes vocations, et la vocation de la femme, comme je le disais, donc d'être une aide pour l'homme, et ça va être davantage de s'effacer, on va dire, pour devenir, en tout cas se mettre peut-être un petit peu en retrait pour vraiment être un instrument du bon Dieu. La femme est vraiment faite pour se donner, pour aider, mais ça ne va pas toujours être d'une façon visible ou d'une façon éclatante. Et parfois, elle reste vraiment, même la plupart du temps, enfin, vous le savez encore mieux que moi en tant que maman, mais voilà, quand on est maman, qu'on a des enfants, bah, finalement, on fait 1000 choses toute la journée et pourtant, nos enfants arrivent à nous dire que ah, mais maman, t'es en vacances tout le temps. Et parce que c'est des choses qu'on fait et finalement qui ne se voit pas concrètement, ou alors on peut avoir du mal à imaginer à l'extérieur. Ceci dit, si vous arrêtez de faire tout ce que vous voulez, a priori, tout ce que vous faites plutôt, ça va arrêter de se voir forcément. Mais concrètement, si on voit dans le quotidien, de l'extérieur, on ne va pas se dire tiens, une mère au foyer, est-ce qu'elle fait vraiment des choses extraordinaires? Bon, elle cuisine, elle tient sa maison, ok. Mais en fait, alors que vous faites beaucoup de choses hyper importantes, mais ça va plus être un peu dans l'anonymat, un peu comme une coopératrice cachée. On peut penser aussi aux ordres contemplatifs, par exemple. De l'extérieur, on peut se dire, des sœurs dans un couvent cloîtré, est-ce que ça sert à quelque chose? Elles sont dans leur couvent toute la journée, elles prient. Encore, il y a des ordres qui sont prêcheurs, etc. Mais vraiment, les sœurs cloîtrées, pas trop d'intérêt. Et en fait, si, on sait qu'elles prient pour nous, elles prient pour le salut du monde, et elles agissent dans l'ombre,
mais elles sont vraiment indispensables. Il y a aussi cette notion d'humilité, vraiment voilà, savoir rester à sa place, peut-être se cacher aux yeux du monde, mais j'allais dire disparaître pour transmettre, disparaître pour se donner et pour rayonner, se cacher au monde pour se révéler à Dieu. Et évidemment aussi donc, voilà, l'anonymat, l'humilité, mais aussi le voile est symbole de modestie, évidemment, comme je le disais, voilà, symbole de tempérance, de pudeur, on cache la nudité depuis le péché originel. Et on le voit d'ailleurs, le voile concrètement, les femmes je pense jusqu'aux années 60 à peu près, 50-60, les femmes ne sortaient jamais la tête nue dans la rue. C'était toujours, bon, chez elles, elle n'avait rien sur la tête, mais dehors, toujours un petit foulard, un chapeau, quelque chose. Voilà, on voit ce symbole aussi, ça transparaissait même, j'allais dire, dans la vie publique, en tout cas autrefois. Et par rapport à toute cette importance du voile et de ce symbole, voilà, il y a toujours évidemment le modèle de la Sainte Vierge qui a su rester, qui elle en plus était vraiment voilée, mais bon, c'était une autre époque, mais qui était vraiment, qui restait à sa place dans l'humilité, voilà, une vie vraiment cachée, presque secrète, et finalement c'est comme ça qu'elle a fait le plus de bien, évidemment, et jusqu'à l'heure actuelle. Donc là où il faut faire attention, c'est que vraiment le monde actuel cherche à extérioriser la femme, à la faire sortir de son foyer, à l'extérioriser même, j'allais dire, physiquement, en la déshabillant finalement. Voilà, ça la réduit un peu à un objet, et surtout c'est un peu chercher à lui faire renier sa vocation à la maternité, et même si c'est pas la maternité physique, voilà, cette vocation à se donner, cette vocation à s'oublier pour les autres, et ça c'est insupportable pour le monde actuel. Au contraire, c'est la femme doit s'affirmer, Wonder Woman qui fait tout, et même les mères de famille d'ailleurs, je suis Wonder Mum, enfin, non, enfin, c'est des espèces d'expressions pour montrer que la femme, et alors je dis pas que la femme n'est pas super, hein, vous faites toutes des choses merveilleuses, et c'est vraiment une vocation à part entière, mais voilà, là le monde nous pousse à être vraiment dans l'affirmation, la revendication, toujours réclamer, toujours dire, se rendre compte que ben non, en fait, pourquoi je fais ça? C'est vrai, pourquoi je me donne aux autres gratuitement? Mais je suis vraiment bête. En fait, c'est vraiment les hommes qui m'oppressent depuis tant d'années, je me rends pas compte, mais je devrais tout laisser tomber. Voilà, on est vraiment dans un état d'esprit comme ça, et où on nous met plutôt en compétition avec les hommes. Donc vraiment, le fait de bien comprendre aussi tous ces symboles et toute l'importance justement de ce voile et de la vocation de la femme, ça permet après de mieux comprendre pourquoi, enfin l'importance c'est pas des détails quoi. Quand on parle des vêtements après, c'est vraiment parce que c'est important que toute je veux dire bon, pas le mystère, mais plutôt la dignité de la femme, tout ce mystère qui l'entoure quand même autour de sa maternité, où on est vraiment, quand on est mère physiquement, quoi, coopératrice directe du bon Dieu pour cette nouvelle naissance, et vraiment c'est quelque chose qui doit être protégé, oui, protégé et respecté. Et nous, évidemment, si on veut être respecté, il faut être respectable. C'est la moindre des choses, évidemment. Et donc, comme vous le voyez, par exemple, c'est le père Calmel aussi qui a beaucoup écrit sur la mode, et qui disait notamment: le déshabillé des modes actuelles constitue un déshonneur pour la femme, une tentation pour l'homme, et offense véritablement le Seigneur. Et là, on voit vraiment les trois aspects. C'est déjà pour nous, ça écorche un peu notre dignité. Il y a évidemment le rapport que l'on a avec les hommes qui n'ont pas le même fonctionnement, le même regard sur les femmes, et évidemment, il faut les aider à rester chastes. Et offense véritablement le Seigneur, puisque ça va contre ce qu'il veut pour ses enfants. Et donc exhiber en public ce qui est en rapport immédiat avec le secret du don le plus personnel et le plus vulnérable est une odieuse profanation. Voilà, ça rappelle aussi notre corps qui est le temple du Saint-Esprit, et on doit vraiment le traiter en conséquence. Alors pour parler un peu plus précisément, j'allais dire, de certaines règles de décence, l'Église n'a jamais, il n'y a pas de texte spécifique avec des mesures, des choses vraiment très concrètes sur des longueurs, voilà. Mais en tout cas, on a beaucoup parce que c'est aussi des choses qui changent beaucoup avec le contexte de la société dans laquelle on est. Mais en tout cas, il y a énormément de textes, notamment de Pie XII, sur la mode, le danger de la mode,
Saint François de Sales qui avertit aussi sur l'équilibre, voilà, la beauté et la décence. On a beaucoup de textes comme ça. Il y a le texte du cardinal Siri sur l'habit masculin porté par les femmes. Mais en tout cas, voilà, on doit être des femmes humbles qui comprennent en même temps l'importance de leur mission de mère, d'éducatrice, de gardienne de la pureté. Et on doit vraiment chercher à élever ceux qui nous entourent, élever les hommes et élever le monde et élever la société finalement. Essayer de rapprocher, j'allais dire, l'humanité de Dieu. Un petit rappel juste avant de rentrer un peu plus dans les règles. C'est la confusion qui est faite à l'heure actuelle entre la pudeur et la décence. J'en discutais hier, mais je crois que c'était après la conférence. Dans le monde actuel, vu le contexte dans lequel on vit, qui finalement nous montre des femmes à moitié nues, soit dans la rue, soit dans les publicités, etc., on est vraiment habitué à voir de la nudité tout le temps. Et je pense que notre sens de la pudeur se diminue en fait petit à petit sans même qu'on s'en rende compte. Parce qu'en fait, c'est vrai que à force de voir la nudité, si nous on est un tout petit peu plus couverte, on se dit c'est déjà mieux que la voisine. On voit vraiment tout le temps des horreurs. Donc forcément, nous, ça nous choque, malheureusement, ça nous choque de moins en moins. Et notre sens de la pudeur, on va dire, baisse. Mais la pudeur, c'est un sentiment que l'on a pour soi, alors que la décence, c'est par rapport aux autres. Donc même si notre sens de la pudeur diminue, même si on voit des horreurs, même si on s'habitue à tout, la décence, elle reste en fait objective. C'est vraiment dans notre relation à l'autre. Et les règles de décence, quel que soit le... Bon, en tout cas, là, je parle pour la société française actuelle, parce que, voilà, c'est notre contexte culturel, mais en tout cas, dans notre contexte, la décence est vraiment... elle est vraiment objective. Et j'allais dire, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas tomber dans le piège de se dire oui, mais moi, je me sens pas gênée. On peut sortir, je pense, aujourd'hui... très courtement vêtu sans se sentir spécialement gêné puisque tout le monde de toute façon est comme ça, donc on va pas se sentir bizarre, alors que je pense que quelqu'un par exemple qui arriverait ou quelqu'un de pas catholique par exemple qui arriverait à la messe du dimanche à Nantes, peut-être se sentirait un peu gêné parce que justement là dans le contexte, déjà dans une église, avoir que des gens très très bien habillés et arriver en mini-jupe, peut-être que c'est quelque chose qui justement on se sent bizarre, donc peut-être notre sens de la pudeur peut changer, mais quand tout le monde est comme ça, il n'y a vraiment rien qui nous choque. Et il y a aussi un deuxième risque ou en tout cas un autre risque dans lequel on peut tomber, c'est penser que notre intention suffit. Donc se dire oui, mais moi quand je m'habille de façon courte ou décolletée, c'est pas pour provoquer les hommes, c'est voilà, moi je me sens bien dans ces habits, je me trouve belle, c'est pas du tout pour provoquer ni quoi que ce soit. Et en fait, l'intention ne suffit pas, donc ça je pense que vous le savez, mais on peut pas juste se dire moi je fais ce que je veux et puis voilà, il y a qu'à éduquer le regard des garçons. Et alors je pense qu'effectivement, évidemment les hommes doivent faire attention à leur regard, évidemment voilà, une maman, un papa peuvent éduquer leurs garçons à faire attention, justement à éduquer leur regard, avoir de la volonté et tout faire pour garder vraiment leur pureté et garder un regard chaste. Est-ce que pour autant on est obligé de nous se trimballer nus? Je ne pense pas. Et la faute nous incombe vraiment à nous aussi. Évidemment, les hommes sont responsables de leurs actes, mais c'est à nous aussi de les faire grandir et de leur donner quelque chose à admirer plutôt que de leur donner... un mauvais exemple ou qui va les faire tomber. Et donc la bonne intention ne suffit pas. C'est comme si vous disiez voilà, je laisse ma porte ouverte puisque de toute façon mais c'est pas pour qu'on me vole, c'est pas pour qu'on me cambriole, mais voilà, donc ça évidemment ça suffit pas, et il faut aussi se protéger. Et tout simplement c'est aussi une charité. C'est vrai que c'est assez choquant les femmes qui disent c'est bon, les hommes se débrouillent, c'est à eux d'éduquer leur regard. Et c'est un peu comme si on n'avait pas le minimum de charité pour se dire il faut les aider en fait. Enfin, c'est tout simplement ça. On n'a pas le droit de se dire chacun ses responsabilités. Et voilà, non, on a vraiment le devoir d'édifier les autres et de les faire grandir aussi et de les rendre sains aussi tout simplement. Et troisième problème, j'allais dire, dans lequel on peut tomber, mais ça je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais
Voilà, c'est le fait de s'habituer à tout. Alors ça, c'est une citation assez connue de Saint-Augustin qui dit « À force de tout voir, on finit par tout supporter. À force de tout supporter, on finit par tout tolérer. À force de tout tolérer, on finit par tout accepter. À force de tout accepter, on finit par tout approuver. » Et c'est vrai que c'est exactement cet engrenage et parfois on ne s'en rend pas compte. Donc c'est aussi pour ça que j'ai fait le blog et j'essaye de rappeler des choses essentielles, mais pour montrer que voilà, c'est un combat que l'on doit garder et voilà, qui est vraiment crucial. Et donc à la lumière de tout ce que je viens de dire, vous comprendrez vraiment l'importance de la modestie et d'un habit qui est réellement féminin. Donc évidemment, le pantalon qui est dans notre société actuelle, qui est le vêtement masculin, je le dis souvent, mais le picto qu'on voit sur les toilettes, c'est toilettes hommes ou femmes, c'est le petit bonhomme en pantalon ou la femme en jupe. C'est logique, c'est du bon sens. On a beau dire oui, mais il y a des pantalons féminins, enfin qui ont des coupes féminines, mais déjà un pantalon, même avec une coupe soi-disant féminine, est quand même très souvent indécent, moulant, etc. Et le pantalon reste de toute façon, voilà, en plus quand on regarde l'historique, c'est vraiment le vêtement qui a été voulu par les féministes pour montrer, bah voilà, je peux être comme un homme. Alors il y en a qui me disent oui, mais moi quand je porte un pantalon, c'est pas pour faire la révolution, c'est pas pour nier le rôle de l'homme, mais en fait il faut qu'on comprenne, voilà, tout ce que je vous ai dit avant, ce qu'on fait a un sens, ce qu'on fait a un symbole, a une portée, et on peut pas dire moi je ne veux pas faire le mal ou je fais ça mais mon intention elle est bonne. Non, de toute façon c'est à la fois historique et puis quand on lit beaucoup sur ce sujet, on s'en rend compte, mais vraiment le pantalon est intrinsèquement masculin, c'était fait pour que la femme puisse voilà, sortir, travailler, faire beaucoup de choses, et puis vous le verrez après, concrètement, on peut vivre sans pantalon et faire plein de choses aussi, donc ça n'est pas vraiment un argument. Et autre que le pantalon, mais évidemment faire attention à ne pas avoir de tenue moulante, transparente, trop courte, trop décolletée. Ça, je pense que c'est des choses qui généralement ne portent pas trop à débat. Tout le monde est généralement plutôt d'accord pour tout ceci. L'été, parfois, c'est un petit peu trop difficile, épaules couvertes, etc. Bon, parfois, on a un peu plus de mal. Et par contre, ce qui provoque beaucoup de commentaires aussi sur le blog et sur Facebook, c'est la longueur des jupes. Alors ça, c'est quelque chose... Bon, après, là, j'ai plutôt parlé de mon expérience, mais voilà, vous verrez peut-être aussi mon cheminement. Mais alors, surtout, déjà, avant de parler, que personne ne se sente visé, j'ai moi-même porté des pantalons, j'ai porté des jupes trop courtes. Quand je parle de tout ça, quand je fais mes conférences, les femmes ont souvent l'impression que je scrute, que je regarde, que si je vois une femme avec une jupe trop courte, je suis choquée, je lui parle pas. Non, pas du tout. C'est, voilà, chacune son cheminement, sa conscience. Je suis personne pour juger, donc pas de problème. Par contre, voilà, je dis des choses objectives et j'espère que ça peut vous faire aussi réfléchir. Mais donc moi, quand je suis passée quand j'ai délaissé les pantalons et que je suis passée aux jupes, bon, ça me dérangeait pas tellement, mais j'avais pas tout compris, donc je le faisais plus, alors, pas par obligation, parce que j'avais plus de 20 ans et j'ai pris ma propre décision, mais c'était un peu plus, voilà, je le fais parce qu'on m'a dit de le faire, je comprends pas forcément tout, mais bon, voilà, a priori, ça doit être bien réfléchi quand même, les gens qui disent ça sont pas complètement idiots, donc à mon avis, c'est quand même, voilà, je peux le suivre je vais le suivre sans danger, quoi. C'est pas dangereux pour mon âme, et au contraire, ça lui fera du bien. Je m'étais dit, au pire, c'est bon pour mon humilité, et ça me fait faire des efforts, et voilà, même si c'était pas utile, au pire, franchement, ça m'élèvera quand même d'une certaine façon. Et finalement, au fur et à mesure de mon cheminement, j'ai commencé à comprendre beaucoup de choses, et les jupes, au début, je sais que j'avais énormément de mal. Alors, je comprenais qu'il fallait pas de mini-jupe, je n'en ai jamais porté, même quand je portais des pantalons, je portais pas de mini-jupe. J'avais compris qu'il fallait pas que ce soit trop court et je voyais pourquoi, mais je comprenais pas pourquoi cette histoire de centimètres et de dire vraiment il faut que ça couvre le genou. Alors comme souvent les prêtres disent il faut que ça couvre le genou en position assise, du coup je trichais parce qu'il y a des jupes qui couvrent en position assise et qui couvrent pas forcément quand on est debout, enfin tricher entre guillemets, mais donc tout ça pour montrer que voilà, les femmes on est ouais, c'est vrai. Et je pense que les femmes me comprennent. Non, parce que c'est vrai que les femmes, on est toujours...
Ça, c'est un truc à connaître aussi, ça fait partie de nos défauts. On cherche toujours à contourner la règle, mais sans vraiment la contourner. Ça, je pense que je suis pas la seule, mais à suivre quand même, mais on arrange un peu à notre sauce. Donc ça, c'est aussi un défaut auquel il faut faire attention. Et c'est vrai qu'on a aussi beaucoup besoin d'être aimé, d'être admiré, de se sentir belle. Et comme les critères actuels sont vraiment complètement différents, c'est vrai que ça peut nous faire perdre un peu... on a une mauvaise boussole, on va dire, avec le monde actuel. Mais donc pour revenir à la longueur des jupes, j'ai compris au fur et à mesure, donc évidemment que quand on parle pareil de couvrir les bras, etc., pas de décolleté, c'est tout simplement, ça c'est le bon sens, c'est les parties intimes doivent rester cachées. Et donc on se dit, mais pourquoi mon genou, c'est pas non plus une partie intime, d'ailleurs c'est même moche, un genou, une rotule, mais pourquoi on devrait le cacher? Mais c'est en fait que tout simplement, si on est toujours en train de se dire... j'ai une jupe juste au genou. Donc déjà, si c'est juste au genou ou juste au-dessus, surtout vous, en tant que mère de famille, je pense que vous allez comprendre, mais dès qu'on bouge, dès qu'on se lève, dès qu'on se baisse pour, même si on se baisse d'une jolie façon, mais dès qu'on se baisse pour ramasser quelque chose ou pour prendre son enfant dans les bras, dès qu'on va se lever pour prendre quelque chose dans un placard, en fait, notre jupe tout de suite se soulève et là, ça devient tout de suite en fait indécent ou le moindre petit... Même pas coup de vent, mais quand on marche dans la rue, forcément, notre jupe, elle suit nos mouvements et elle peut se relever un tout petit peu. Et en fait, si toujours on est juste, et ben, le moindre mouvement, en fait, ça va se relever et là, ça va devenir indécent. Donc c'est un risque, entre guillemets, un risque à pas courir. On doit rester décente dans toutes les situations et quoi qu'on fasse. Qu'on soit penché, debout, enfin voilà, quoi qu'il arrive. Donc c'est vraiment important. En plus, honnêtement, comme je le disais, une rotule, c'est vraiment pas beau. C'est une Edith Head, donc, qui était costumière à Hollywood et qui a remporté, je crois, au moins 8 Oscars, qui disait même les plus jolies jambes sont plus belles quand le genou est couvert. Même une femme qui a des jolies jambes, toutes fines, toutes belles, c'est quand même plus beau quand le genou est couvert. Et c'est vrai qu'à force de s'habituer... même par rapport à la démarche, etc., quand on s'habitue à avoir des jupes vraiment de la bonne longueur, qui couvrent vraiment ou qui sont même plus longues, et mais finalement on se rend compte que c'est beaucoup plus élégant. Et même ça peut se voir sur des célébrités par exemple. Alors, moi je sais que je prends souvent l'exemple de Kate Middleton et je m'intéresse beaucoup à ses tenues. Elle est de façon générale, elle est très élégante. Ça lui arrive de temps en temps de porter des pantalons, soi-disant des pantalons qu'on décrirait comme féminins, et bien pourtant il y a toujours quelque chose qui se perd et elle descend toujours, je trouve, en classe et en chic dès qu'elle est en pantalon ou dès qu'elle a des jupes. Là, récemment, elle a porté une jupe qui était vraiment courte, enfin, pas mini, mais vraiment bien au-dessus du genou. Ça perd tout de suite. Vous voyez, la démarche n'est pas la même, on ne se tient pas forcément de la même façon et c'est beaucoup plus élégant d'avoir une belle longueur, d'avoir le genou couvert. Voilà, si la décence ne vous convainc pas forcément, au moins que le côté esthétique puisse peut-être vous encourager. Et puis, comme je le dis aussi, vouloir toujours être dans des jupes justes, qui sont juste bien. Voilà, je pense que dans la vertu, on doit aussi savoir être un peu généreuse et pas juste se dire je fais le minimum partout. Voilà, c'est un peu comme dans la prière. Faut aussi, c'est pas juste je vais à la messe le dimanche et je fais pile ce qui est obligatoire, je communie à Pâques, je me confesse à Pâques et c'est tout. Non, voilà, il faut être aussi un peu généreuse dans sa façon de vivre les choses. Et voilà, comme le disait Pie XII, juste pas que notre zèle pour lutter pour promouvoir la modestie ne doit pas juste être une réprobation mais une édification. Et je pense qu'on peut vraiment beaucoup édifier les hommes mais aussi d'autres femmes par notre exemple. Moi j'ai vraiment beaucoup de collègues qui me disent et beaucoup de lectrices qui témoignent dans ce sens aussi que depuis qu'elles font attention à leur décence, à leur féminité, voilà, qu'elles ont délaissé le pantalon, elles se tiennent autrement. Elles ont des hommes qui commencent à être galants envers elles. Elles ne se sentent pas pareilles. Elles me disent, je reprends vraiment ma place de femme finalement. Et elles sentent vraiment que ça change quelque chose en elles. Et ça rejoint ce que je disais dans ma première partie. L'impact du vêtement sur notre... Enfin, c'est un peu vice-versa. L'impact du vêtement sur notre esprit. Et puis voilà, notre esprit qui doit aussi influencer notre vêtement. Je vais maintenant, après vous avoir parlé du bien, donc de la modestie, de la décence, j'ai davantage parlé de la beauté. Donc voilà, vous voyez différentes citations, notamment Saint Alphonse de Liguori. La beauté, vraiment, nous parle de Dieu. Et ça, c'est plus pour lutter contre le côté...
modeste, décente, mais vraiment négligée, ou qui met pas des habits qui la mettent en valeur. Voilà, une femme qui va vraiment même parfois être sale, ou sous prétexte en fait de modestie, voilà, va vraiment négliger son hygiène, la beauté, juste l'harmonie. Pas besoin d'avoir des habits qui coûtent des mille et des cents, mais voilà. Et je pense que c'est vraiment important de retrouver ce sens du beau et de se rendre compte que le beau nous élève. C'est comme quand on voit un beau paysage ou qu'on voit un beau film, qu'on lit un beau livre, vraiment ça élève notre âme d'une certaine façon, et ça peut aussi élever notre prochain. On voit notamment que la femme a été souvent la muse des poètes, des artistes, etc., parce qu'elle les inspirait, elle les poussait à créer, à voir quelque chose de plus grand. Et c'est dans le traité de l'amour de Dieu que saint François de Sales disait: Dieu, par sa beauté, attire notre entendement à le contempler, et par sa bonté, il attire notre volonté à l'aimer. Donc évidemment, le fait d'être belle ne va pas forcément convertir 100 000 personnes de façon éclatante, mais on peut attirer déjà un peu le regard en disant: tiens, c'est vrai, elle est toujours belle, toujours élégante, en plus elle est polie, en plus et ça peut déjà faire réfléchir les gens. Et c'est un peu comme la joie chrétienne. Les chrétiens qui souvent sont quand même, ont une certaine paix, une certaine sérénité qui se voit malgré les épreuves de la vie, parce qu'ils ont aussi une certaine charité. Et voilà, tout ça c'est lié à leur foi et à leur relation à Dieu. Et ça permet de se dire, je peux aussi élever les autres tout simplement par ce biais-là. Et voilà, donc aussi par rapport aux hommes, comme disait donc Costanza Miriano, c'est celle qui a écrit Marie-toi et sois soumise, et épouse-la et meurs pour elle. Et donc elle parle aussi beaucoup de ça, elle parle aussi beaucoup du fait que c'est la femme, c'est presque la femme qui doit changer avant l'homme. Voilà, on dit que le monde va mal et tout, mais voilà, les femmes doivent changer en premier pour influencer. Ça n'empêche pas les hommes de changer aussi, mais voilà, une femme pourra aussi vraiment avoir cette influence par son don de soi, par son amour, sa bonté, sa douceur. Voilà, elle va finalement faire le bien autour d'elle. Et justement, la beauté donc doit être intérieure. Donc avoir une vraie vie spirituelle, vraiment cultiver les vertus en soi, ne pas s'arrêter au minimum ou rester tiède. Voilà, cultiver sa beauté intérieure, et mais aussi sa beauté extérieure. Donc je le disais, la propreté, l'hygiène. Parfois c'est des toutes petites choses, mais juste être coiffé, avoir des ongles propres, sentir bon, pas forcément en mettant du parfum, mais juste des habits repassés, etc. C'est des petites choses, mais qui contribuent aussi à faire d'une femme qui est rien qui dénote, j'allais dire, et qui casse un petit peu cette beauté. La voix aussi, l'attitude, la douceur, la bonté, toutes les vertus évidemment qui vont vraiment se voir. Tout ça, ça contribue à faire une femme qui est vraiment belle. Alors j'allais dire pas forcément belle avec les critères du monde, parce que le critère du monde, être beau, c'est être anorexique et avoir des vêtements qui coûtent je ne sais pas combien, et une bonne couche de maquillage sur le visage. Au contraire, moi je prône vraiment, et ça j'en parle beaucoup sur le blog, de la beauté naturelle. C'est mettre en valeur ce qu'on a reçu. On a chacune reçu des dons particuliers, physiquement aussi. Voilà, on n'est pas toutes pareilles. Il y en a peut-être qui sont plus avantagés que d'autres, mais je pense qu'avec ce qu'on a reçu, et j'en parlerai après pour la morphologie, mais on peut vraiment... en fait, il faut capitaliser sur ce qu'on a reçu, ne pas toujours se plaindre, etc., mais essayer de capitaliser et de faire fructifier. Et pas besoin d'être une... J'ai quand même rarement vu... Enfin, tout le monde pense toujours, et oui, mais il faut être mannequin, il faut être fine, il faut être je sais pas quoi. Et j'ai quand même rarement vu, moi, des femmes vraiment laides. Enfin, c'est rare de croiser une femme et de se dire, elle est... je veux dire, quand on fait abstraction de la façon dont elle s'habille ou quoi, mais une femme qui a vraiment un visage laid ou complètement déformé, c'est quand même super rare. Toutes les femmes ont une certaine beauté. Alors après, l'esthétique, il y a certains critères, mais je veux dire, on a tout le potentiel. Et il faut juste... parfois, ça peut être plus difficile pour certaines que d'autres qui n'ont pas l'habitude ou quoi, mais j'allais dire, profiter de ce qu'on a et en tirer le meilleur. Moi, je sais qu'au début, quand j'étais jeune, j'étais plutôt au contraire à me transformer finalement pour être quelqu'un d'autre. Et voilà, si on a les cheveux lisses, on veut les cheveux bouclés. Si on a les cheveux bouclés, on veut les cheveux lisses.
Si on est grande, on veut être petite. Ah, mais qu'est-ce que c'est casse-pied d'être petite? Et puis après, moi, je croise des grandes, mais qu'est-ce que c'est casse-pied d'être grande? Enfin, voilà, aussi, on est des êtres humains et c'est normal, et la femme encore plus. On veut toujours ce qu'on n'a pas. Et ça, il faut en prendre conscience aussi pour se dire, voilà, savoir se regarder dans le miroir et dire, bah, mon Dieu, merci merci de m'avoir créé, merci de m'avoir créé comme ça, j'ai beaucoup de chance, merci de m'avoir donné tout ça. Il y a des gens qui, pour le coup, ont des handicaps assez lourds, etc. Moi, merci, mon Dieu, vous m'avez donné d'être en bonne santé, d'être quand même bien faite. Et ça, il faut aussi penser à le dire et nous mettre dans un autre état d'esprit voilà, qui ne tient pas compte des repères du monde, mais plus voilà, par rapport à ce que j'ai reçu et par rapport à la nature, qu'est-ce que je peux en faire de positif. Bon, il y a aussi beaucoup de choses à dire, mais le ton de la voix, le sourire, la politesse, la ponctualité, la discrétion, tout ça, c'est vraiment un ensemble qui fait que la présence des femmes est plus ou moins appréciée et plus ou moins rayonnante. Voilà, il y a des hommes qui supportent pas certaines femmes parce qu'elles parlent trop ou elles parlent trop fort, ou alors elles ne luttent pas contre leurs défauts, j'allais dire, voilà, trop sensibles, mais qui se complaisent dans leur sensibilité, plutôt que voilà, d'en tirer ce qu'il y a bien pour avoir des intuitions et faire le bien, mais en même temps ne pas trop s'apitoyer sur leur sort. Voilà, on est aussi très dépendante du regard des autres, donc ça peut créer des jalousies, des histoires vraiment inutiles, mais parce qu'on s'attache à des choses qui finalement ne sont pas si importantes que cela. Et voilà, apprendre vraiment à être un peu moins dans l'émotionnel, mais même par rapport à la beauté, voilà, savoir être davantage rationnel et surtout finalement j'allais presque dire s'oublier. Finalement, quand on fait les choses naturellement, qu'on a des habits qui nous vont, qui nous mettent en valeur, quand on est le plus naturel possible, finalement, c'est ça qui simplifie beaucoup aussi. Je sais que moi, quand je vois des personnes, bah, surtout au bureau, c'est l'exemple des filles que j'ai autour de moi, mais qui passent 1 heure tous les matins à se lisser les cheveux. Et moi, je me dis, bon, j'aime bien de temps en temps, ça m'arrive peut-être 2 fois par an, à Noël et à Pâques, de faire des boucles, voilà, pour changer un petit peu, mais je me dis, je serais incapable de faire ça tous les matins. Et je me dis, c'est quand même une perte de temps. Alors, je dis pas que c'est mauvais de le faire, mais c'est plus pour vous faire réfléchir. Je pense que plus on est dans ce côté naturel, moins ça va nous coûter d'efforts, tout en restant vraiment belle et jolie. Et en même temps, ça va nous aider à nous assumer, à se rendre compte que j'ai pas besoin de mettre une tonne de maquillage. Si j'ai une coiffure qui est adaptée à mon visage, que j'ai la bonne coupe de cheveux, ça va très bien. Voilà, juste, évidemment, je me coiffe, je me fais une petite coiffure, mais ça prend pas forcément des heures. Pareil pour le maquillage, si on fait attention à la façon dont on s'alimente. J'avais parlé du sommeil, mais bon, avec des mères de famille, je sais que c'est pas forcément évident, mais voilà, il y a une hygiène de vie qui fait que on peut avoir un beau visage rayonné sans avoir besoin de mettre des tonnes de fond de teint, voilà, un petit peu d'anti-cerne, un coup de mascara, et c'est parti pour la journée, ou un petit peu de gloss, ou je ne sais quoi, et ça suffit sans avoir besoin de passer... Quand je vois parfois des trousses de maquillage, je me dis, mais je sais même pas, moi, dans une vie entière, je me servirai jamais de tout ça. Enfin, c'est vraiment... alors, c'est le premier fond de teint numéro 1, ensuite fond de teint numéro 2, ensuite pour faire le contouring, ensuite l'anti-cerne, ensuite il y a vraiment des tonnes de choses. Et je me dis, franchement, c'est très bien. Celles qui savent se maquiller, c'est vraiment un talent, quoi. C'est artistique. Mais d'un autre côté, je me dis... ça doit être dur de se regarder le matin quand on se lève, se regarder dans la glace sans tous ces artifices. En fait, ça doit nous baisser notre estime de nous-mêmes, j'allais dire, parce que vraiment, on se dit, bah, sans tous ces artifices, je ne vaux rien. Et je pense que quand on peut, il faut apprendre à... Donc, il y a plein d'astuces sur le blog et sur Facebook, etc., pour vraiment apprendre à capitaliser sur ce qu'on a et faire en sorte que ça soit beaucoup plus simple au quotidien. Et donc, je vais passer à ma dernière partie, parce que je suis déjà un peu rentrée dans le concret. Mais, comme disait, donc c'est Edith Head, justement, cette costumière, qui disait d'ailleurs, vos robes doivent être suffisamment cintrées pour que l'on voit que vous êtes une femme, et suffisamment lâches pour que l'on voit que vous êtes une lady. Et ça, justement, c'était bien pour montrer, ça montre bien l'équilibre qu'il faut avoir, pas sac à patate, et pas non plus trop moulant ou indécent ou sexy comme on dit à l'heure actuelle. Donc vraiment il y a un équilibre qu'il est possible d'avoir entre la modestie chrétienne, la beauté qui parle de Dieu, le respect de soi-même qui inspire le respect des autres, tout simplement. Et donc pas besoin d'être toute mannequin, comme vous le voyez, on a toutes des morphologies différentes. Et donc faites pas attention à la façon dont sont habillées les silhouettes là-haut, mais c'était pour faire comprendre les différentes morphologies qui existent. Donc il y en a 6.
Donc en fait, comment on détermine une morphologie? C'est par rapport à la largeur des épaules et à la largeur des hanches. Donc par exemple, si on a des épaules qui sont plus étroites que nos hanches, on est un A. 8, c'est quand épaules et hanches sont alignées et qu'on a la taille marquée. H, c'est quand c'est aligné mais qu'on n'a pas de taille apparente. X, c'est un peu comme le 8, mais quand on est plus fine, qu'on a un peu moins de forme. O, c'est donc plus la forme plus ronde, quand on a plus de forme. Et V, c'est au contraire quand c'est une silhouette qui est typiquement plus masculine, où les épaules sont plus larges que les hanches. Et donc, par exemple, quand on a une morphologie en A, on peut se dire, mais j'ai des hanches énormes, j'ai des fesses énormes, parce qu'il y a cette proportion par rapport aux épaules qui fait qu'on a l'impression que c'est énorme, alors que pas du tout. C'est juste que, peut-être un peu, mais en tout cas, ça paraît plus gros que ça ne l'est parce qu'on a les épaules plus fines. Donc en fait, l'objectif de connaître sa morphologie et sa silhouette, c'est d'apprendre à la rééquilibrer, à la féminiser si besoin. Par exemple, comme je disais, la morphologie en V, elle est plus masculine, donc on va essayer un peu d'apporter du volume en bas. Et puis par exemple, la silhouette en A, plus apporter du volume en haut, avec des astuces, des couleurs, des illusions d'optique pour essayer de rééquilibrer, d'avoir une silhouette vraiment féminine. Et pareil, la silhouette en H peut être un peu plus carrée. Et voilà, la féminiser, l'adoucir un petit peu, lui donner un peu des formes. J'ai essayé de mettre... C'est pas toujours facile de trouver des photos exactement adaptées, mais typiquement, par exemple, pour la silhouette en A, vu qu'il faut élargir, voilà, on sait que les rayures horizontales ont tendance plus à élargir. Donc voilà, essayez de porter ça en haut et pas en bas. Si par exemple on a une silhouette en A et qu'en plus on porte une jupe avec des rayures horizontales, ça va encore plus donner cette sensation d'être plus large. Le 8, ce qu'il faut surtout, c'est la silhouette est déjà équilibrée, donc c'est plus souligner la taille. Donc là, par exemple, on le voit sur la deuxième photo. Elle souligne sa taille à la fois parce qu'elle a une jupe donc avec une ceinture et qui s'arrête au niveau de la taille, donc ça attire l'attention. Et en plus, il y a le changement de couleur qui fait que ça attire l'attention, ça casse un petit peu la silhouette et donc ça attire l'attention sur la taille. Par exemple, une personne qui est plus... donc ça, tous les conseils, vous les retrouvez dans les livrets et sur le blog, mais une personne, par exemple, qui se trouve trop petite, il vaut mieux pas qu'elle mette deux couleurs si différentes. Vaut mieux par exemple rester dans une harmonie en camailleux, donc on peut mettre par exemple plusieurs couleurs, un dégradé de bleu, parce que ça va plus donner cette impression d'être élancé et d'être d'un seul mouvement et pas casser la silhouette qui peut un peu rapetissir. Pour la silhouette en H, le but c'est de... Alors, quand vous avez une silhouette en H et donc vous n'avez pas la taille marquée, si vous mettez une ceinture, par exemple, ça va vraiment accentuer le fait, ça va se voir que vous n'avez pas de taille. Donc le but, c'est de créer un peu une taille de façon artificielle, j'allais dire. Donc par exemple, typiquement, avoir une veste qui s'arrête à ce niveau-là, ça attire l'attention. On a l'impression qu'il y a une taille alors qu'il n'y en a pas. Mais voilà, ça peut féminiser un petit peu la silhouette. La silhouette en X, c'est plus ajouter du... Si on veut, hein, après, c'est pareil, c'est toujours des conseils. Par exemple, il y a des femmes qui sont plutôt petites et qui ont pas, ça les complexe pas, elles s'en fichent, elles veulent, c'est pas obligé de vouloir paraître plus grande, ou quand on est grande, c'est pas obligatoire de paraître plus petite, hein. Ça c'est vraiment selon chacune comment elle le sent, mais ou pareil si on est ronde, etc. Donc, mais par exemple le X qui est généralement une silhouette où on est plutôt plate, il y a des femmes ça les complexe, où elles se sentent moins femmes, c'est plus apporter du volume. Donc là j'ai mis un exemple, on voit une femme qui a un haut blanc, donc le blanc reflète la lumière, renvoie la lumière, et donc a tendance à faire paraître plus imposant qu'on ne l'est. Donc par exemple, si vous êtes ronde aussi, on va plus privilégier des couleurs un peu plus sombres. Ça ne veut pas dire du tout qu'il faut être en noir tout le temps, mais juste comprendre ce genre de choses. Et c'est vrai qu'avoir ces petites idées, ces petits concepts en tête, ça aide vraiment à surtout à remonter un peu l'estime de soi aussi, parce que parfois quand on se voit dans le miroir, mais vraiment on se dit... où je suis pas belle, où je suis disproportionnée, où vraiment je suis laide, ça va pas du tout. Et en fait, rien que le fait, en tout cas moi c'est l'expérience que j'ai faite, le jour où on m'a expliqué ma morphologie et on m'a dit ce qui te va pas, ça vaut mieux que tu évites, ça faut que tu le mettes, tiens, telle couleur, etc. Quand je me suis interrogée sur tous ces sujets, finalement ça m'a aidée à vraiment me sentir mieux, parce que finalement juste le fait d'être mieux proportionnée ou d'avoir des choses qui me vont,
finalement, ça rétablit un certain équilibre en fait, et la silhouette plaît davantage évidemment quand c'est plus féminin ou plus proportionné. Donc ça aide vraiment, je trouve, à se sentir bien dans sa peau aussi, à avoir confiance en soi. L'avant-dernière, donc c'est plus la silhouette en haut, donc ronde. Donc là, j'ai mis plus un décolleté en forme de V. Alors, V, ça ne veut pas dire plongeant, c'est juste la forme qui va un peu dégager le haut du cou, et ça va éviter d'avoir cette impression où on est toutes serrées dans nos vêtements, et voilà, avec plutôt une couleur, donc vous voyez, qui n'est pas du noir, hein, pas la peine de mettre du noir non plus, mais en même temps qui va plus garder la lumière. Et la dernière silhouette où il faut davantage ajouter du volume en bas, donc voilà, l'imprimé et la jupe un peu cloche, donc qui va mettre du volume, et en même temps le haut un peu plus sombre, qui va plus pareil amincir. On le voit souvent d'ailleurs, là il y a la cérémonie des BAFTA, donc c'est les récompenses pour les films au Royaume-Uni, et on voit les femmes sur le tapis rouge, bon, évidemment qui étaient 99% je crois n'étaient pas décentes, mais quand on regarde leur silhouette, parfois on se rend compte, elles ont des robes vraiment très particulières, et on se rend compte parfois, on se dit non mais là il y a quelque chose qui cloche, enfin ça la met pas, bon, au-delà de la décence évidemment, mais on se dit là il y a un truc qui la met pas en valeur. Et c'est vrai que quand on observe, on se dit bah, c'est normal, elle a des épaules larges, et puis en plus elle prend une forme de robe qui va vraiment accentuer le volume. On a l'impression qu'elle a que des épaules et qu'elle a rien d'autre. Et c'est vrai que voilà, c'est des petites choses, mais ça peut aider à équilibrer. Et quand on a toutes les petites astuces en main, qu'on comprend comment on est et qu'on sait ce sur quoi il faut faire attention, voilà, les rayures, les couleurs, les formes de décolleté, la taille, pas la taille, etc. Ça permet vraiment de se mettre en valeur plus facilement et d'une façon tout à fait modeste. Ça veut pas dire, c'est pas pour se montrer, mais en tout cas on sera jolie tout simplement. Et bon, ça, je vous laisserai lire sur le blog, parce que sinon je pourrais en parler des heures. Mais voilà, faire attention aussi à des petites choses comme ne pas avoir de collants troués, les étiquettes qui dépassent. Ah si, ça, je vais le dire parce que ça me... J'ai envie de le faire à toutes les femmes que je croise qui ont ça. Bon, il y a des hommes aussi. Les manteaux, j'en ai un là, qui ont une fente derrière. Quand vous les achetez, il y a une petite croix qui est cousue. C'est juste pour que ça reste bien dans les cartons, etc. Bref, que ça n'abîme pas le manteau jusqu'à ce que vous l'achetiez. Quand vous l'achetez, il faut retirer ce petit truc. Déjà parce que c'est laid, hein, c'est vraiment 2 fils cousus, c'est vraiment moche. Et en plus, a priori, s'il y a une fente, c'est quand même pour qu'il y en a besoin pour avoir plus d'amplitude pour marcher. Donc ça, c'est vraiment, quand je croise des gens dans la rue, j'ai envie de prendre mon petit ciseau. Mais pareil, les étiquettes qui dépassent, etc. Au pire, vous les gardez quelque part si vraiment vous avez besoin de savoir, de vous souvenir de la matière ou je ne sais quoi. Mais sinon, c'est vraiment laid. Ou parfois, il y a des vêtements où on voit par transparence, même s'ils ne sont pas indécents, mais on peut voir, ou même un pull, parfois ça se voit, l'étiquette, c'est pas très joli. Donc ça, c'est des petites choses, mais voilà, cirer ses chaussures, enlever les étiquettes qui sont en dessous des chaussures. Voilà. Donc ça, c'est aussi des petits détails, hein. Ça ne veut pas dire que vous allez être laide si vous avez ça, mais bon, c'est des petites choses auxquelles il faut faire attention. Et donc, comment commencer tout cela, comment faire tout cela on se dit parfois quand on apprend tout ça, on se dit mais je vais pas pouvoir le faire, ça veut dire qu'il faut que je change toute ma garde-robe et j'ai pas ni les moyens, ni le temps, ni quoi que ce soit. Alors déjà, il faut prendre conscience aussi qu'on a beaucoup de choses dans notre garde-robe qui sont faites pour nous et qui nous vont. Parfois, c'est juste une question de la façon dont on le porte ou un accessoire à ajouter. Enfin, je veux dire, c'est vraiment pas des choses qui coûtent cher. Moi, je sais que quand on m'a dit, bah voilà, t'es un 8, il faut vraiment que tu soulignes ta taille, alors qu'avant, j'avais tendance, c'est vrai, plus à garder par exemple ma chemise en dehors, et c'est vrai que du coup j'avais l'impression d'être plus grosse que je ne le suis parce que le regard était attiré vers mes hanches qui sont évidemment plus larges que ma taille. Et quand j'ai compris ça, voilà, juste le fait de mettre finalement ma chemise dans ma jupe ou mon pull dans ma jupe, c'est un truc tout simple qui m'a pas coûté cher et qui déjà m'a aidé à me sentir mieux. Ou parfois j'ajoutais juste une ceinture sur une robe. Et voilà, ça coûte 3 fois rien et ça permet d'aménager comme ça.
On peut aussi allonger tout ce qui est... Enfin, moi, j'ai fait beaucoup de couture aussi. Pourtant, je suis pas du tout manuelle, mais pour des petites choses comme rallonger un ourlet, etc. Je sais que cette jupe, par exemple, elle avait une grosse ceinture plus épaisse et que ça m'allait pas trop. Et à chaque fois que je portais cette jupe, je me disais, ah, je suis quand même pas très à l'aise dedans. Voilà, il y a 2 semaines, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Hop, et j'ai vraiment découpé, refait un ourlet. Je suis pas couturière, mais ça se voit pas trop. Et en même temps, ça m'a rien coûté. J'ai pas jeté ma jupe, j'ai gardé la même. Et en même temps, elle me va mieux. Et ça m'a coûté peut-être un quart d'heure, du fil et une aiguille. Enfin, c'était vraiment, vraiment rapide. Donc voilà, celles qui sont couturières, il y a toujours des petites choses à faire. Après, on peut procéder vraiment petit à petit. Il y a beaucoup de vide dressing en ligne ou des braderies, des friperies. Alors c'est vrai que quand on dit Emmaüs et compagnie, friperie, ça donne vraiment l'impression qu'on va acheter des guenilles, alors que pas du tout. On peut vraiment trouver des belles choses, justement comme ça. Il y a des choses qui passent de mode et finalement nous qui peuvent tout à fait nous convenir, ou voilà, une jupe un peu classique avec un haut un peu original, ça nous va très bien. Voilà, on peut vraiment trouver des choses pas chères. Et voilà, pas besoin de se ruiner pour ça. On peut aussi vendre ses anciens vêtements. Moi, c'est ce que je fais. Je vends mes anciennes jupes, mes anciens hauts qui vont plus. Je les vends comme ça. Bon, certes, je récupère pas le prix que j'avais payé pour les acheter, mais voilà, ça permet d'avoir quelques sous pour racheter des choses aussi. Et apprendre aussi à acheter moins, mais mieux. Donc ça, j'en parle dans le guide d'essayage. Donc si vous n'en avez pas eu un, il est en PDF sur le blog. Guide d'essayage pour vraiment ne pas se tromper quand on achète, que ce soit d'un point de vue morphologie, avoir quelque chose qui nous va, d'un point de vue d'essence, qu'est-ce que je fais dans ma cabine d'essayage pour vraiment vérifier, être sûr de rien oublier, pour être vérifié que le vêtement est décent, et d'un point de vue un peu éthique, j'allais dire, on est dans une société de surconsommation, on a toujours envie de acheter, et voilà, réfléchir. Moi je sais que j'avais énormément de choses avant, j'achetais vraiment sans... J'allais dire presque sans compter, enfin si, j'avais quand même un budget, mais j'achetais beaucoup, alors c'était pas forcément nécessaire. Et en fait, là, je suis dans une démarche plus minimaliste, et en fait, ça soulage vraiment l'esprit d'avoir moins de choses, mais d'avoir que des choses qui nous vont, qui nous plaisent, qui nous mettent en valeur et qu'on a plaisir à porter. Et finalement, ça encombre beaucoup moins l'esprit, et ça aide aussi à se sentir beaucoup mieux et à faire des économies finalement, parce que voilà, on achète beaucoup moins. Et en tant que mère de famille, alors je sais qu'on me dit aussi beaucoup, oui, toutes ces photos c'est bien beau, mais alors moi je me vois mal dans cette tenue, m'occuper de mes enfants et tout. Et c'est vrai que les photos que je poste, il y a souvent des talons, c'est pas toujours facile, ou les femmes, voilà, la plupart des femmes ont les cheveux lâchés, etc. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile de trouver des photos qui soient à la fois jolies, parce qu'il y a beaucoup de photos de mode modeste, parce qu'aux États-Unis ils sont très forts là-dedans, mais c'est souvent plus des modes très, alors là pour le coup vraiment sac à patate, enfin, c'est vraiment pas très beau, et moi c'est pas l'image que j'ai envie de donner sur le blog. Et donc soit c'est sac à patate, soit c'est vulgaire, parfois la tenue est jolie mais la mannequin se tient très mal, ou a un regard provoquant, etc. Enfin, c'est très très compliqué de trouver des photos qui conviennent à tout le monde, où il n'y a pas de talons ou ceci cela. Donc bon, ça donne quand même une idée et ça inspire. Mais les mères de famille, j'avais fait un article dessus. Et donc moi je me suis occupée, donc je suis pas maman, mais je me suis déjà occupée de plein d'enfants de tous les âges, et en étant en jupe aussi, et vraiment ça pose pas de problème. La seule chose, c'est vraiment qu'il faut s'habiller en conséquence, j'allais dire, de son emploi du temps, et voilà, privilégier vraiment évidemment la simplicité, le confort, le naturel aussi, comme je le disais. Et le fait d'aller à l'essentiel, comme je le disais, de se connaître, de ne pas avoir 1000 choses, d'avoir des choses qui nous vont, de faire un peu, j'allais dire, le minimum qui nous met en valeur, finalement, ça va vraiment aider à aller à l'essentiel. Et généralement, quand on est mère de famille, on n'a pas beaucoup de temps, donc ça aide. Et voilà, privilégier vraiment des tissus solides. Solides, oui, dans le sens qu'ils ne sont pas... Alors si, évidemment, on sort sa petite jupe en soie, son truc en mousseline, etc., ça peut plus facilement s'abîmer, être arraché, se coincer quelque part, etc. Ou même les enfants, voilà, qui peuvent nous tacher ou autres. Donc vraiment, voilà, des tissus solides. Pourquoi pas j'allais dire des couleurs peut-être aussi plus... Bon, ça veut pas dire qu'il faut pas porter du blanc, mais j'allais dire pourquoi pas des couleurs qui sont peut-être plus foncées, ou plus, voilà, du kaki, etc. Des couleurs qui vont peut-être être moins tachées moins facilement, où les taches vont moins se voir.
Le fait aussi d'avoir, pour les chaussures par exemple, je sais qu'il y a des femmes qui me disent, moi je peux pas porter de talons, mère de famille, je cours tout le temps partout, et en même temps ma silhouette, je me trouve un peu petite, ou ça me fait pas la même silhouette quand je suis à plat. Alors déjà on peut mettre des chaussures compensées, ça aide aussi, ça permet d'être un petit peu élevé sans non plus être un peu déséquilibré ou avoir mal aux pieds à cause des talons. Il y a des talons qui sont pas très hauts, et surtout c'est la mode en ce moment des talons qui sont plutôt larges en fait et qui sont vraiment confortables. Et on peut, moi je sais quand je suis en congrès par exemple, je mets ce genre de talons parce qu'on est debout toute la journée. Bon, après je m'occupe pas d'enfants, mais je suis debout toute la journée à courir partout, faire la logistique, et finalement j'ai pas mal aux pieds ni mal au dos parce que c'est des talons qui sont pas très très hauts et qui sont plutôt larges, donc très confortables. Le fait d'avoir aussi des coupes de vêtements où on n'est pas, d'où l'importance aussi, j'allais dire, de la modestie, ça aide aussi pour ça. Mais c'est vrai que quand on est dans une jupe qui est trop courte ou dans une jupe qui est trop moulante, etc., ou robe, on aura toujours besoin de rabaisser la jupe, ou on aura toujours besoin de, je sais pas, on pourra pas faire des grands pas, aller chercher quelque chose, etc., parce qu'en fait on a un peu, ou je sais pas, pour monter dans la voiture et tout avec les enfants, parce qu'on se sent un peu coincé. Donc d'où l'importance d'être aussi décente aussi pour ça, et peut-être privilégier des coupes plus amples, des jupes un peu, des jupes cercles, etc., qui permettent d'avoir vraiment une grande... Moi je sais que j'aimais beaucoup aussi justement soit les jupes cercles, donc un peu comme celle qui est tout à gauche, où on a vraiment une grande amplitude, et par exemple si on a besoin de jouer avec ses enfants, de se mettre par terre, assise en tailleur, faire un jeu de société ou jouer, ou c'est très facile, vu que la jupe est ample, on peut vraiment s'asseoir tranquillement en restant décente et bien couverte, et en se sentant bien aussi, j'allais dire, parce que si à chaque fois qu'on fait un petit mouvement, on dit comment je vais me mettre, c'est trop court ou c'est trop serré, ça aide un peu. Et donc vraiment pas besoin, le pantalon n'est pas n'est pas du tout la seule solution possible pour se sentir à l'aise, pour s'occuper de ses enfants ou vivre le quotidien avec avec tout ce que vous avez à faire et quand vous courez partout. Et une dernière petite chose aussi, je pense, en tant que mère de famille, ou si on a vraiment un quotidien chargé, par rapport, donc là j'ai plus visé un peu le côté pratique, évidemment modestie, mais aussi pour le côté féminin, j'allais dire, on peut pas forcément mettre des choses très élaborées, avoir de très jolis tissus, mais en revanche, je pense qu'il est possible d'avoir toujours des habits pratiques et confortables, en même temps des petits détails qui font que, on va vraiment être féminine. Ça peut être juste mettre une paire de boucles d'oreilles, mettre un petit bijou dans les cheveux, ou une fleur, ou je ne sais quoi. Parfois des petits détails. Là, par exemple, c'est hyper confortable, et en même temps, juste le fait d'avoir un petit feston, ça fait un petit détail, un petit froufrou féminin. Il y a beaucoup de choses qui existent avec des cols, par exemple des pulls, mais des pulls 2 en 1 par exemple, où on a le pull hyper confortable et en même temps le petit col qui est dedans, enfin c'est pas une chemise, mais 2 en 1 qui dépasse et qui fait tout, qui est mignon, qui est féminin. Ça peut être des détails aussi parfois sur les poches, des jolis boutons, ou l'imprimé qui est joli, et qui font que même en étant en chaussures plates, avec une jupe confortable et un haut confortable, on peut vraiment être féminine et jolie. Et encore plus si on a vraiment des vêtements qui vont à notre morphologie, à notre silhouette, qui nous mettent en valeur, ça va encore plus aider. Et j'en ai pas parlé, mais il y a aussi les couleurs. Mais ça, j'ai écrit un article récemment, donc vous pourrez aller faire les tests. Mais il y a aussi des couleurs qui nous mettent en valeur selon notre couleur de peau, de cheveux, notre carnation, etc. Il y a plus ou moins des couleurs en 4 saisons, été, automne, hiver, printemps, qui nous mettent plus ou moins en valeur et nous aident aussi à... quand on a des couleurs que l'on porte et qui nous vont, ça va davantage nous faire rayonner. Alors je sais qu'avant, moi je portais beaucoup de noir par exemple, et donc j'en porte plus du tout, et je me suis rendu compte finalement le noir me donnait un air terne, même si j'étais pas fatiguée. Finalement ça me donnait, ça marquait plus, on va dire, les traits de mon visage, ça me montrait plus fatiguée que je ne l'étais. Alors que maintenant que je porte des couleurs de ma saison, donc automne, je me sens beaucoup mieux et beaucoup plus pétillante, parce que ça met en valeur, mais de façon naturelle. C'est pas un effort, plutôt que de mettre 4 couches de maquillage, je fais attention à mon alimentation, je mets des couleurs qui me vont,
Et j'utilise voilà, des produits bons pour ma peau. Et puis finalement, déjà, ça fait la moitié du travail. Et je passe pas du tout 4 heures dans ma salle de bain le matin. Donc voilà, c'est des petites choses. Mais après, bon, pour faire le test des couleurs, je vous invite à aller sur le blog. Et voilà, j'arrive à la conclusion. Tout ça pour vous, voilà, juste pour redire qu'on peut vraiment être à la fois voilà, belle, intelligente, courageuse, tout en restant fidèle à notre vocation telle que Dieu l'a voulu, et surtout quel que soit notre état. Donc bon, là j'ai plus accès évidemment mère de famille, mais même si on est religieuse, ou même vous, pour transmettre à vos enfants, ou s'ils sont dans le monde, ou célibataires, voilà, on peut vraiment faire le bien autour de nous. Et la modestie vestimentaire, finalement, c'est plus facile lorsque l'on a conscience de son importance, de ce que ça reflète, et des enjeux qui sont vraiment derrière. Ça n'est vraiment pas anodin. Et voilà, apprenons à reprendre les bons repères, à nous fier à Dieu plutôt qu'au monde. Et quoi qu'en dise le monde aujourd'hui, et ça, c'est aussi énormément de témoignages que je reçois dans le sens là, voilà, en étant modeste, belle intérieurement, extérieurement, en se tenant bien, etc. En même temps, on peut se dire que ça dénote complètement par rapport au monde actuel, et en même temps, tous les témoignages que je reçois, toutes les femmes me disent qu'elles se sentent mieux et qu'elles ont beaucoup plus de respect des personnes qui les entourent. Donc je pense que c'est vraiment pas anodin, et vraiment, moi, j'encourage toujours à faire, à se dire que le monde, finalement, en plus, tout est à la mode, etc. Donc finalement, moi, on m'a jamais regardé de travers parce que j'étais en jupe tous les jours. C'est vraiment, faut pas se focaliser sur le regard des autres. Je pense qu'il faut être soi-même, faire le bien, et ça va déjà faire beaucoup de bien. Et je terminerai par cette citation du père de Blinière sur la femme. La femme est enfin l'honneur du peuple chrétien par sa beauté du corps et du vêtement véritablement féminin, beauté de la grâce et du geste, beauté de la façon d'être, de parler et de vivre, beauté du cœur et beauté de l'âme. Voilà.